Salut tout le monde, c'est Marc et avec moi il y a toujours... Maxime. Eh oui, et chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler d'une petite série qui s'est terminée pas plus tard que hier dans notre temporalité à Alors, nous, bien saison, évidemment. la série est pas tout à fait terminée encore. Enfin qui s'est terminée, la saison s'est terminée hein, de la Oui, série, voilà. pas la série entière. Et cette série c'est quoi Maxime? C'est parce que tu l'as C'est dit The Expanse. Ouais, The Expanse, exactement. Alors The Expanse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est The Expanse? Eh bien c'est une série de science-fiction qui a été produit par Sci-Fi jusqu'à 2019 pardon, qui est ensuite repris par Amazon Prime Video et qui est l'adaptation d'une série de romans créés par James S. A. Corey, qui est en fait deux romanciers, Daniel Abraham et Ty Frank. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte The Expanse? Je vais te laisser raconter un peu tout ça, Maxime, puisque il se trouve que toi, tu as vu la série et que tu as lu aussi les romans. Donc, on aura deux visions, moi qui ai juste vu la série et toi qui as fait les deux. Alors oui, sachant que j'ai découvert la série, et comme j'adorais la série, du coup, ça m'a donné envie de lire les romans, et du coup, j'ai lu les romans. C'est dans cet ordre-là que j'ai fait ça, en tout cas. Et donc, un résumé de la série, alors je vais pas spoiler ni rien, je vais juste raconter vraiment le prémisse, le synopsis de base. Alors globalement, on est dans un système solaire dans un avenir plus ou moins proche, lointain. 23e siècle, là, d'après Wikipédia, visiblement. Voilà, donc en fait, on a colonisé le système solaire, c'est-à-dire qu'on est présent sur des lunes de Jupiter, on est présent sur la Lune, on est présent dans la ceinture d'astéroïdes qu'il y a autour du système solaire. On s'étend, d'où le The Expanse, parce qu'on s'étend au fur et à mesure. Et il n'y a pas de truc supraluminique, c'est une série qui est vraiment sur la science. C'est-à-dire tout ce qui s'y passe, même si c'est pas réel en soi, c'est plausible selon les données scientifiques qu'on a actuellement. Ça, c'est important aussi. C'est de la hard C'est-à-dire, science. vous n'allez pas avoir des trucs sortis du cul en mode genre, ah non, mais on peut marcher alors qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse marcher, c'est de la gravité artificielle. Non, non, non. Là, la gravité, c'est de la gravité de poussée, c'est tout expliqué, c'est tout bien. Et donc, du coup, il y a trois forces en présence dans ce système solaire colonisé. Il y a donc la Terre, donc puissance vieillissante, puissance colonialiste, où il y a un taux de chômage qui est proche de 80%, je crois, où il y a une très grande partie de la société qui, du coup, vit avec une aide générale. Finalement, elle vit aux dépens de ces colonies, qui sont finalement les astéroïdes. La belt, ce qu'on appelle, c'est les belters, c'est-à-dire les ceinturiers, la ceinture d'astéroïdes. Donc, dans les astéroïdes, en fait, c'est à l'intérieur même de certains astéroïdes assez gros, il y a carrément des villes, des espèces de bases, du coup qui minent avec des minerais, de l'eau, plein de ressources finalement naturelles, qui sont du coup travaillées par les belters, les ceinturiens, ceux qui habitent là-dedans. Ils habitent dans ces astéroïdes du coup avec une certaine absence de gravité, ce qui fait que leurs corps ont évolué, ils sont plus longilignes, ils sont plus grands, ils ont pas mal de soucis de santé à ce niveau-là. Mais du coup, c'est carrément une autre, j'ai envie de dire limite une autre race en fait d'êtres humains, dans le sens où physiquement ils sont très différents. Et donc ça, c'est la deuxième force. Donc les belters, qui est du coup une force ouvrière, des prolos, qui se font marcher dessus par tout le monde, qui finalement ils n'ont rien la plupart du temps, vivent dans des conditions très difficiles, ils ont très peu d'argent, et ils sont écrasés par la Terre d'un côté, et de l'autre, notre troisième puissance, qui est Mars, ancienne colonie de la Terre, qui a vraiment... je trouve pas mes mots. Qui s'est rebellé, quoi, qui a pris son indépendance. Ouais, mais qui a pris son indépendance, voilà. Qui a déclaré son indépendance, c'était le mot que j'essayais de trouver. Ah oui. Qui a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Terre, et du coup qui essaye de terraformer Mars. C'est ça. Parce que Mars est un caillou, il y a vraiment une oxygène, mais qui est tellement minime que personne ne peut vivre là-dessus. Et du coup, leur but, c'est de rendre Mars vivable. C'est un projet qui va durer des centaines d'années. Du coup, c'est un projet vraiment générationnel. Et tout, finalement, leur économie et toute leur culture est basée sur ça, un effort commun pour rendre Mars vivable. Alors, il faut aussi savoir que, à cause des pensées, on va dire, expansionnistes de la Terre, ils sont obligés également d'avoir une force militaire assez importante. Parce que forcément, quand ils ont déclaré leur indépendance, la Terre n'était pas nécessairement d'accord là-dessus, évidemment. Donc du coup, il n'y a pas eu de guerre, il y a eu quelques échauffourées, et c'est à partir de ce moment-là où Mars a dû forcément avoir une force militaire très importante et une technologie très importante, parce qu'elle avait des très bons scientifiques à l'époque. Ça donne que Mars, ils sont beaucoup moins nombreux que la Terre, mais ils ont des plus gros canons, on va dire.
Ouais. Et c'est les forces en place dans cet univers-là. Et nous, finalement, on va découvrir ça à partir des yeux de plusieurs personnages. On va passer d'un personnage à l'autre, sachant que nos personnages vraiment principaux, ça va être l'équipage d'un petit vaisseau tout pourrave, enfin petit, il est assez grand le vaisseau, qui littéralement en fait prend des blocs de glace, et le but c'est de le ramener dans un astéroïde. C'est des voyages qui durent des mois et des mois, c'est-à-dire que c'est un vaisseau sur lequel il y a un petit cargo, équipage quoi, en fait. de je crois une cinquantaine de personnes qui font ça tout le temps. Ils font comme ça des allers-retours entre des astéroïdes de glace et des astéroïdes de ville pour apporter de l'eau. Et ils vont se retrouver avec du coup un appel de détresse, et ils vont aller voir, et c'est à partir de là que ça va partir en cafouillage. Et en fait, ces événements qui vont arriver, ils vont avoir un impact finalement sur tout l'équilibre des forces dans tout le système solaire, et ça va créer plein de nouvelles choses, ça va créer plein de jeux de pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir vont un peu changer, il y a pas mal de choses qui vont changer, mais tout va rester un peu pareil quand même. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, tout est très politique, et il y a plein de choses qui se passent, ça reste passionnant, mais il se passe plein de trucs tout le temps. Exactement, ouais. Et c'est une série que moi personnellement, je conseillerais à tout le monde de regarder. Enfin, en tout cas, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez plus précisément la hard science, parce que comme tu l'as dit, ça se compare effectivement à de la hard science, bah allez regarder The Expanse si vous l'avez pas déjà fait, parce que c'est une série qui est vraiment très très cool, des personnages qui sont attachants, qui est bien réalisée, qui est très très chouette. Il y a pas tant de saisons que ça, il y en a 5 à regarder, et il y en aura une 6e et dernière. Donc franchement, ça se fait. C'est 5 saisons avec 10 épisodes, hein. C'est pas non C'est plus ça, des c'est grosses pas des saisons grosses de saisons, 25. c'est voilà. Et puis c'est assez intéressant comme sujet. C'est vu que c'est un futur qui peut potentiellement être probable, c'est assez intéressant d'en parler. Et puis t'as quand même t'as quand même plein de Surtout que c'est rebondissements. une C'est série vraiment très chouette, quoi. qui prend pas ses spectateurs pour des cons. C'est ça, exactement. Et ça, c'est important, parce que de nos jours, c'est pas si facile que ça de trouver ce genre C'est de ça, série. exactement. Et puis une série de SF de bonne qualité, c'est très rare aussi. Du coup, Qui prend son sujet au sérieux, quoi. fut un temps, vous pouviez la trouver sur Netflix, puisque c'était Sci-Fi qui produisait, Netflix qui distribuait. Mais maintenant, du coup, Sci-Fi a annulé la série après la saison 3 parce que pas assez de personnes regardaient. C'est pour ça qu'il faut regarder The Expanse pour éviter que ce soit à nouveau annulé. Bon, c'est bientôt fini. Mais maintenant, la série se trouve sur Amazon Prime Video. Donc, si vous avez Amazon, allez la regarder, hein, voilà, tout simplement. Et puis, si vous l'avez pas, allez la regarder quand même. Voilà, donc du coup, un peu pour ce qui est du résumé principal. Moi, j'adore The Expanse. Tu veux rajouter un truc pour inciter les gens à aller regarder ou pas avant de passer à la partie spoil? Oui, comme je disais, c'est une série et même un bouquin finalement, parce que les deux, je vais en Tu peux faire la un pub tout, pour hein, le globalement, bouquin, ouais. qui sont très très cool. Il y a de l'action, il y a aussi, comme tu disais, des personnages attachants. Dans la série, il y a des très bons acteurs, vraiment, qui te donnent envie de croire enfin, pas envie de croire, parce que c'est pas un monde forcément facile, mais tu crois en ce monde-là. Et vraiment, c'est un monde qui est vraiment cohérent. Oui, c'est Alors, ça. il est Ouais. réaliste, mais il est surtout cohérent et avec lui-même. Et ce qui veut dire que les règles, c'est des règles. C'est pas tous les deux trucs. Ouais, mais ça marche pas dans ce cas-là, ou non. C'est la vraie vie véritable. Tu peux mourir d'un truc débile. Pourquoi? Parce que l'espace, c'est pas un endroit qui est fait pour accueillir des humains. Et c'est vraiment, si t'aimes l'espace, si t'aimes justement les histoires avec des gros enjeux, avec du coup une forte ampleur, mais quand même qui se concentre sur les personnages et leur vision du truc, c'est parfait. Tu découvres vraiment un univers qui est profond, qui est cohérent, qui est intéressant, et c'est vraiment une série pour moi qui est à voir, ça clairement. Enfin, si on aime ce genre-là, après si on n'accroche pas, on n'accroche pas. C'est pas Oui, grave. bien sûr. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que je te propose, Max, c'est qu'on passe tout de suite à la partie spoil pour parler un petit peu de la saison 5. Alors, si vous vous en battez les couilles, vous pouvez rester avec nous. Si vous avez envie de regarder la série d'abord, allez la regarder, puis ensuite revenez nous voir à partir de maintenant. C'est parti. Alors, la saison 5, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 5? Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'un des plot twists de The Expanse, c'est qu'il y a on pourrait dire presque une quatrième faction qui est ce qu'on appelle le protomolécule, donc l'espèce de truc extraterrestre qui, à partir de la saison 4, a ouvert un portail interdimensionnel qui permet d'aller vers d'autres mondes
habitables à partir de à la fin de la saison 3, pardon, effectivement, à des mondes habitables. Ce qui aurait pu faire aussi, je mets un petit aparté, une bonne fin à la série, en fait, hein, donc c'était pas con de la part de Sci-Fi de terminer là-dessus. Clairement, la saison 3, elle aurait pu se finir là-dessus, ça aurait été bien aussi, mais elle faisait tellement de promesses que c'était difficile de rester là-dessus, honnêtement. C'est ça. Et le fait qu'il y ait des anneaux, c'est quelque chose qui est assez important parce que au final, ça va changer toute la dynamique qui existe, qui est en place dans la galaxie. Ça remet en cause toute la vie politique martienne déjà, parce qu'en fait les gars ils sont tous concentrés au-dessus de leur terraformisation, alors qu'en fait du coup ça sert plus à rien parce que maintenant il y a des mondes ça vierges sert plus à rien, c'est ça le truc. Et à côté de ça il y a une faction de l'APE du coup en français qui sont en fait en gros les rebelles on va dire, ou alors les terroristes, ça dépend du point de vue de la ceinture, et du coup c'est la faction de Marcos Inaros qui commence à prendre de l'ampleur visiblement, et il va se passer un truc un peu ardos. Il y a une grosse météorite, 3 grosses météorites qui s'écrasent sur la planète Terre, et voilà, du coup ça fout le bordel. Et en fait les 3, je crois que la météorite s'écrase dans le 3e épisode, je pense que les 3-4 premiers épisodes sont très très bons. Enfin je veux dire, tu démarres, t'as ça qui t'arrive dans la gueule, t'as une enquête de la part des personnages de Alex et de Bobby pour savoir pourquoi est-ce que les Martiens vendent des armes à la faction d'Inaros, enfin, et énormément de promesses, énormément de trucs super chouettes. Et puis ça retombe, mais comme un soufflet, mais j'ai rarement vu ça, quoi. Comment on peut faire 4 épisodes très bons, et ensuite, à partir du 5e, il se passe rien, t'as l'impression qu'il n'y a plus de budget, parce que soit c'est filmé dans une forêt au Canada, ou alors c'est filmé dans des couloirs qui se ressemblent tous. C'est vraiment... c'est triste, en fait. Moi, à chaque fois, j'attendais le truc en me disant « Ah, putain, il va se passer des trucs », et en fait, il se passe rien, jamais rien, et pour moi, c'est une grosse déception. Même la saison 4, qui m'avait moins intéressé, avait quand même son intérêt parce que ça parlait des aliens, en fait. Et du coup t'avais quand même cet intérêt derrière. Ok, c'était lent, ok, il n'y avait pas forcément du budget, mais il y avait... mais à la fin quand même de la saison 4, tu découvres des trucs très importants. Tu découvres que les gars qui ont fait la protomolécule, ils se sont fait butter le cul, et c'est pour ça qu'ils sont morts. C'est ça, exactement. Et que du coup il y a une autre faction encore qui est plus dangereuse que les gars qui font la protomolécule. Alors que déjà la protomolécule, elle nous fout bien la misère. Exactement, et du coup ça restait intéressant, alors que là, bon bah voilà, tu repasses à une vieille bande de terroristes, et c'est pas intéressant, les personnages principaux sont pas ensemble, donc du coup en fait ils sont moins intéressants tout seuls, mine de rien. Donc ouais. C'est pas censé être le cas, justement. En fait, il faut savoir que je vais parler pas mal du bouquin, parce que moi j'ai lu le bouquin finalement avant de regarder la saison. Oui, donc du coup, soyez avertis que c'est une section spoil qui spoil aussi le livre, si vous avez envie de lire le livre. Voilà, oui, alors j'essaie pas trop non plus de spoiler des trucs importants. Par exemple, je sais un peu ce qui se passe dans la saison 6, et je sais de la direction que prend la série. Donc ça, je vais pas le spoiler, par exemple. Mais par contre, oui, je vais spoiler un petit peu le bouquin. Donc par exemple, dans le bouquin, en fait, justement, ce qui était intéressant, c'est que l'équipe, justement, se séparait. Et c'était l'occasion de découvrir plus sur ces personnages que du coup, tu connais comment tout. Ouais. Finalement, à part Holden, finalement, tu connais assez peu Alex, tu connais finalement pas le passé de Amos. D'ailleurs, en passant, tout ce qui se passe avec Amos, c'est ce qui se rapproche le plus du bouquin dans la série, et c'est ce qui est le plus intéressant dans la saison, ça y a pas à chier. Amos, c'est ce qui claque, c'est le meilleur personnage des séries, quoi. Et c'est excessivement décevant. C'est mal écrit, c'est maladroit, ils font vraiment le focus sur du drama, ça chiale dans tous les coins. Et pour moi, The Expanse, c'est pas ça. Pour moi, The Expanse, c'est pas des gens qui chialent parce que, ouais, machin est mort, Bidil est mort, non. C'est des gens qui get the shit done, quoi. C'est des gens qui se bougent le cul pour faire en sorte de sauver l'univers. Et, vraiment, cette saison a mis le focus énormément sur un personnage que je trouve à chier. Ça fait déjà 2 saisons qu'elle me casse les couilles. Depuis que c'est Amazon qui a repris la série, c'est de la merde. C'est Naomi. Naomi, c'est le pire personnage de la série. Alors c'est peut-être très très subjectif, je sais pas, déjà j'aime pas sa gueule, c'est autre chose. C'est le délit de faciès. Mais il y a un focus sur ce personnage que je trouve absolument pas ni mérité ni intéressant. C'est un personnage qui est important dans le bouquin effectivement, mais ça reste un personnage secondaire, parce que les personnages primaires ça va être Holden, ça va être éventuellement Bobby quand on est vraiment focus sur elle, ça va être Avasarala, mais finalement Naomi est pas si intéressante que ça.
Et apparemment, ceux de la série disaient, non, on a besoin de personnages féminins forts. C'est vrai qu'une Marines qui te soulève un terrien à chaque bras, c'est vrai que c'était pas suffisamment fort. Et littéralement, la première ministre de la planète Terre, c'était pas suffisamment une femme forte non plus. Donc bon, ils essayent de foutre Naomi au forceps dans cette histre. Et puis tu peux même rajouter Drummer, hein, parce que le personnage de Drummer est quand même assez badass. Drummer, aussi, je suis plus un peu, je sais pas trop. Il y a des fois je l'aime bien, mais des fois je l'aime pas. Et en tout cas, ça reste un personnage qui est assez fort mentalement et voilà. Enfin, t'avais pas besoin de. En plus, Naomi passe pas pour un personnage intéressant et fort. Enfin, elle passe à partir de l'épisode 5, elle passe son temps toute seule dans un vaisseau à chialer. Alors oui, il lui arrive des trucs trash, hein, effectivement, mais le problème c'est que enfin, moi je sais que j'ai vraiment des passages où elle était là. J'ai pas compris ce qu'elle cherchait à faire. C'est que je pense, dans le dernier épisode que j'ai dit, ah d'accord, ok. En fait, elle teste sa combinaison pour savoir combien de temps elle peut tenir ou des trucs non, parce comme que ça. voilà, ça c'est des passages littéralement de 5 minutes où c'est elle qui est en train de chialer, en train d'avoir mal, et elle dit rien, il se passe rien, tu sais pas ce qu'elle fait, c'est juste chiant. C'est ça, et c'est des gros focus quand même. C'est l'histoire, encore une fois, d'essayer de la forcer en tant que, vous avez vu comme elle est forte, elle est badass. Non. C'est juste chiant. Alors à côté de ça, Bobby, tu dois l'avoir trois fois dans la. Je crois que Bobby et Alex passent leur saison dans le vaisseau à traîner dans l'espace, à chercher les méchants martiens sans jamais les trouver. Et le pire, c'est qu'il se passe plein de trucs intéressants avec Alex et Bobby dans le bouquin. C'est qu'Alex et Bobby, justement, Alex va sur Mars pour retrouver sa femme. Oui. Donc jusque-là, c'est pareil que dans la série, quoi. Et quand il est là-bas, du coup, sa femme, elle le next, comme dans la série. Et du coup, il va voir Bobby. Bobby lui dit, tu pourrais pas m'aider un petit peu, parce que là, je suis en train de faire une enquête pour le compte d'Avasarala. Parce qu'apparemment il y a des trucs martiens qui disparaissent, on sait pas trop c'est quoi le bordel, et du coup tu voudrais pas aller voir un de tes vieux potes à l'académie martienne, histoire de lui poser des questions là-dessus. Ce que Alex fait, le gars lui donne plus ou moins un nom en lui disant que c'est un peu chelou mais qu'il faudrait qu'il aille voir un tel, il va voir un tel est mort. Et du coup tu vois, genre ça donne un sentiment un peu, tu vois, genre agent secret, tu fais une petite enquête et tout, c'est cool. Ça avait l'air cool en fait comme truc. Et après, effectivement, ils prennent le vaisseau, ils vont à l'endroit prévu où ils retrouvent la flotte, tout comme dans la série, sauf que quand ils fuient cette flotte-là, ils se retrouvent face à la flotte du Premier ministre martien, et du coup, il y a une bataille spatiale. Le Premier ministre martien, du coup, va dans le petit vaisseau, et leur mission à eux, c'est de sauver le Premier ministre martien et de le ramener sur Luna. Ah, et ça, c'est pas dans c'est dommage. Bah non, exactement. Et en plus, pour ce faire, la flotte martienne donne le contrôle à Bobby dans son petit vaisseau d'une centaine de missiles nucléaires, histoire qu'en fait, elle puisse se défendre face aux assauts constants de la flotte qui est au cul. Pendant ce temps-là, eux, ils sont obligés de foncer à toute berzingue vers la Lune, où il y a une flotte terrienne qui va du coup de l'autre côté à leur rencontre, histoire de les protéger. Et du coup, t'as toute une tension sur plusieurs bouquins où globalement ils sont en tension permanente, ils savent pas trop s'ils vont mourir ou pas. C'est super cool. Et ça, tu penses pas que ça sera mis dans la saison 6 ? Non. Non, vu comme se termine la saison 5, c'est pas possible. Et Alex est mort. Qu'est-ce que tu veux que... Ouais, du coup, voilà. Après, il sera peut-être remplacé par un autre personnage au pied levé. Hein. Parce que oui, ouais, du coup, le personnage d'Alex est mort d'un arrêt cardiaque dans le vaisseau dans la série, qui apparemment n'est pas le cas dans le bouquin. Moi, je trouvais ça à chier, hein, personnellement. Après, visiblement, il y a une raison, parce que quand même, quand je l'ai vu mourir comme ça, comme une merde, je me suis dit, généralement dans les séries, quand t'as un personnage qui meurt comme une merde comme ça, c'est que c'est pas un problème avec le personnage, c'est que c'est un problème avec l'acteur. Et effectivement, du coup, il se trouve que l'acteur a plusieurs plaintes pour agression sexuelle au derrière. Et donc, du coup, il a été viré de la série, ce qui est tout à fait compréhensible, bien évidemment, mais qui, du coup, fait en sorte que tu perds un personnage de but en blanc comme ça, et que ça fait pas naturel. Moi, j'aimais beaucoup. Moi, quand j'ai vu la scène, j'ai pensé direct, je me suis dit, à tous les coups, il y a un souci avec quelque chose et il a été viré et c'est le cas. C'est parce que vraiment t'as juste l'impression que littéralement tu vois le gars en mode genre Alex tu me réponds, tu le vois à l'intérieur du vaisseau avec un petit bout de sang qui sort de sa bouche, cut, ouais on organise des funérailles avec sa femme. What? Mais d'où? Sachant que encore une fois moi j'ai lu le bouquin, il est pas mort dans le bouquin. Il est encore très très vivant, hein, donc. Il y aura un nouveau pilote, hein, je pense. Hein, du coup, ils vont te sortir un. Ouais, mais justement, c'est que Alex, c'est un pilote super fort. C'est grâce à lui qu'il s'en sortait avec le Rocinante. Rocinante, c'était sa lady. Il y avait plein de dialogues super marrants entre lui et Bobby parce qu'ils ont une relation qui est super sympa. Emo, c'est lui, pareil. C'est un personnage qui est important. C'est une petite famille de 4. T'enlèves un élément, forcément, ça se ressentira.
C'est dans le genre de cas où tu te demandes qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux effectivement tuer le personnage ou est-ce qu'il vaut mieux faire un recast? Parce que tu vois, Game of Thrones, ils ont pas hésité à recaster des gars tout le temps et tout le monde s'en battait les couilles et ça passait bien. Hein. Bah, tu peux. Alors, c'est vrai qu'au bout de 4 saisons, c'est compliqué. Bah, regarde, La Montagne, il y a eu C'est 3 compliqué. acteurs différents qui l'ont joué dans Game of Thrones. Alors, Ouais, mais il avait un rôle qui était un très rôle qui est secondaire, très ça. mineur. Mais pareil pour. Parce que Alex, tu le voyais pour tous le les perso épisodes, de- quand même. Ah putain. Comment ça s'appelle le beau gosse chiant là de Daenerys, c'est qui est un connard. C'est. Oui, Je sais plus comment il s'appelle. Dargo, Oui, c'est ça, Diogo, ouais, je sais plus. Effectivement. Et bah lui, il a eu 2 acteurs aussi. D'ailleurs, le deuxième était beaucoup moins bon que le premier, ce qui est dommage. Mais bon, enfin bref, c'est. Oui, clairement. Enfin bref. Enfin bon, c'est un autre débat. Voilà. Mais c'est vrai que on se pose vraiment des questions sur la série. Est-ce que c'est vraiment un problème de moyens? Je pense qu'il y a ça aussi, dans tous les cas. Oui, parce que là, il y avait quand même moyen de faire une putain de bataille stellaire de ce que tu me racontes. Et Ah bah je pense clairement. que c'est par manque de budget clairement. qu'ils l'ont pas fait. C'est que tout est passé dans le truc de la météorite et c'est tout, quoi. Il y a vraiment un problème de gestion du timing, de gestion des enjeux, qui fait que comme ils ont changé plein de choses, ils essaient de raccrocher les wagons quand même avec le bouquin, histoire que ça ressemble un peu. Moi j'ai envie de dire, mais non, mais faites-vous plaisir, faites autre chose, quoi. Non, mais sans déconner, parce que en fait, vouloir se raccrocher au bouquin en modifiant plein de trucs, bah du coup, ça fait que ça marche pas. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un moment où il y a une bataille spatiale entre le Rocinante et 4 autres vaisseaux de Marco Inaros. Enfin 5, je crois même. Et dans les 5, il y en a 2 qui sont à Drummer, du coup. Et du coup, comme elle les trahit, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. En principe, cette bataille arrive plus tard. On a du coup Bobby qui est aux commandes du canon. Et ils font des espèces de petites strates, histoire de les avoir au fur et à mesure. C'est une bataille qui est vachement cool, qui est vachement intéressante. Et là, ça devient juste un vieux paix froid où tu comprends pas. La fin de saison est ultra bordélique. Ouais, franchement, Tu tout comprends pas les s'accélère en enjeux, tu 5 comprends pas où secondes, les gens c'est, sont, tu comprends pas ce qu'ils veulent, tu comprends rien, et c'est pas intéressant, et c'est chiant, et c'est triste. En fait, ça donne juste parce l'impression que- qu'ils ont perdu du temps pendant 5 épisodes, qu'ils auraient pu faire juste un, et à la fin, le dernier épisode est rushé en 20 minutes. C'est-à-dire que même le début du premier épisode, du dernier épisode est chiant. Enfin, les 40 premières minutes, j'étais là à faire, mais il se passe rien, c'est ça le final. Et Mais puis, même la et fin, les 10 dernières il y a minutes, 4 fondus au noir que t'as l'impression que c'est la fin de l'épisode. c'est vraiment très, très étrange, quoi. C'est. Parce que les 30 dernières minutes du dernier épisode, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est fondu au noir après le discours d'Avaserala. Ouais. Tu dis, ah bah c'est la fin d'épisode, tu regardes le compteur, Ah tu fais, non, ah bah ouais. non, il reste encore 20 minutes. Hop, petite scène de 10 minutes, refondu noir. au noir. Petite scène de 10 minutes, refondu au noir. Tu fais genre, non mais les gars, finissez votre épisode, bordel. Non, ouais, c'est vraiment. Moi, je pense qu'il y a, un souci de budget, très clairement. Après, c'est vrai que le problème, c'est que les budgets, on les a pas spécialement. Mais le plus dommage, c'est que les 3 premières saisons de The Expanse sont vraiment un modèle de ce qui se fait en termes d'adaptation. Dans le sens où tous les changements qu'il y a par rapport au bouquin, ils sont totalement compréhensibles. Ça veut dire que tous les changements, tu comprends pourquoi ils sont faits, tu te dis ouais mais ça, le budget ça aurait pas été, ouais mais ça aurait pris plus longtemps, ouais mais ça aurait pas été compréhensible en série. Tous les changements sont là. En termes de timing, c'est pareil, ils se font pas chier en disant une saison égale un livre, non. Ils se disent on va mettre les enjeux jusqu'à la fin, quand on a fini les enjeux, bah on passe à la suite dans le bouquin. Les bouquins ils correspondent à un tout, ce qui veut dire que c'est tout la suite, c'est toujours les mêmes personnages, alors certes effectivement il y a des fins d'arc, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que les 3 premiers épisodes à ce niveau-là sont vraiment géniaux. Enfin, les 3 premières saisons, pardon, sont géniales. C'est que vraiment, ils ont compris comment faire une histoire, ils ont compris comment rendre ça intéressant. C'est pas genre, la saison 1, c'est le bouquin. Non, je crois que la saison 1, elle se finit au 3e épisode de la saison 2. Et ensuite, ça part sur autre chose. Pourquoi ? Parce que si t'as pas fini tes enjeux, bah tu les finis avec la saison d'après. Et si jamais t'as plus rien à raconter, bah tu racontes la suite. Tu te fais pas chier à te dire, non mais faut qu'une saison égale un bouquin. Et c'est là qu'on voit qu'à partir de la saison 4, un saison égale un bouquin, ça va pas, ça marche pas. C'est vrai que la saison s'emmerde. 3 était intelligente parce que t'avais 2 bouquins en une saison, je crois, et du coup, ça s'arrêtait pas, quoi, c'était bien. Par contre, ça allait très vite. Ouais, mais du coup, t'avais pas le temps de souffler, quoi. Alors que là, Jamais. là, dans la 5, putain, c'est long. Mais tu vois vraiment que c'est, enfin, je trouve pas les budgets, mais je pense que de 1, ils ont moins de budget, et de 2, je pense très clairement, depuis qu'il y a un changement de prod entre Amazon et Sci-Fi, il y a clairement une baisse de qualité à ce niveau-là, et c'est triste, c'est pas la même manière de faire en fait, et voilà, donc ouais, c'est dommage, c'est un peu un gâchis, donc j'espère vraiment que la 6 sera mieux et fera un bon final. Moi je sais pas comment ça se termine. Moi je te dis, l'attends pas. Moi je sais ce qui se passe dans le bouquin 6, il n'y a pas suffisamment de choses pour faire une saison ouais, donc ils vont être tirés comme des gros bâtards. Ou sinon, ils vont carrément partir sur encore la suite,
parce que finalement la fin de saison elle part sur quelque chose de totalement différent de ce que moi je pourrais penser, et je pense qu'ils vont partir sur des tripes protomoléculaires, Ouais. Ce qui n'était pas nécessairement le cas du bouquin 6. D'accord. Mais qui Donc, seront inventés ou parce que est-ce que dans le bouquin on reparle un peu du protomolécule quand même, ou est-ce qu'il est vraiment laissé à l'abandon pour toujours il n'est pas laissé à l'abandon, mais il est très secondaire. Et en fait, tu sais qu'il est là dans le fond, mais en fait, c'est juste ils ont d'autres choses plus urgentes. Ouais, et je suppose que c'est peut-être ce sera peut-être rattrapé dans, parce qu'en fait il y a une suite à The Expanse visiblement, puisque en tout cas le bouquin, puisque tu as une autre série de romans qui se passe 30 ans après, je crois. Donc peut-être que l'histoire du protomolécule suit que j'ai pas encore lu, bouquin-là. Mais je sais, enfin j'ai lu le synopsis vite fait histoire de savoir à peu près à quoi m'attendre. Et je pense qu'ils vont partir sur un espèce de truc un peu hybride. Si c'est le cas, ça peut être cool. Mais pour le moment, si jamais ils partent vraiment sur une adaptation stricto sensu du bouquin 6, ça va être à chier. Ça va être chiant comme la mort, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, parce qu'il y a vraiment, genre, pour moi, il y a de quoi, dans le bouquin 6, il y a de quoi faire 3 épisodes, quoi, à tout péter. Oui, d'accord, quand même. Ok, d'accord, c'est rassurant. Non, il se passe pas grand chose. En fait, là, finalement, il faut savoir que ce qui se passe dans la saison 5, c'est censé se passer sur plusieurs mois. Ah. Parce que là, t'as l'impression que ça dure 2 semaines, mais c'est censé se passer sur plusieurs mois. Ça veut dire c'est plusieurs mois pendant lesquels Naomi, elle fait ami avec l'équipage, ils leur font confiance petit à petit, elle prépare son plan d'évasion, son échappatoire, elle fait ça de manière maligne, histoire qu'ils pensent vraiment qu'elle soit morte et tout, machin. Elle est maligne, elle fait les choses comme il faut. Pareil, Holden, pendant ce temps-là, en fait, il essaye de raccrocher les wagons avec Johnson. Il essaye de faire en sorte de trouver la solution de là où il est le plus utile. Pendant ce temps-là, Alex, il essaye de sauver le Premier ministre, comme je dis. Et comme, encore une fois, Amos, c'est ce qui change le moins par rapport au bouquin. C'est exactement pareil. Et c'est ce qui est le mieux. C'est le mieux équilibré, c'est celui avec le meilleur timing, c'est celui où on s'emmerde le moins. C'est parfait, franchement, son arc narratif est nickel, de A à Z, tu te fais jamais chier, en fait, avec Amos. Ouais, ça, c'est le bouquin. Ouais. Comme quoi, ne touchez pas au bouquin. Et pendant ce temps-là, t'as Avasarala où tu comprends pas. Parce que Avasarala, en plus, il y avait des scènes que j'attendais de voir avec impatience, parce qu'elles étaient vraiment géniales. C'est globalement, Avasarala, elle a perdu son mari, pareil que dans la série. Mais sauf que dans le bouquin, en fait, elle a jamais cessé d'être la première ministre. Oui. Il n'y a pas cette histoire où elle doit regagner ses galons, que je trouve totalement insipide. C'est là pour meubler, hein, très clairement. Non, mais c'est ça, et c'est ça qui est chiant. Alors l'actrice est géniale, hein, vraiment, je l'adore aussi. Bien, très bonne actrice. Mais dans le bouquin, tous les jours, elle enregistre un message, elle l'envoie à son mari. Tous les jours. Ouais. Et au bout de quelques mois, elle arrête de le faire. Elle chiale dans son bureau, elle s'essuie les larmes et elle va bosser. C'est tout. Et ça, c'est 1000 fois plus fort que la scène qu'ils nous ont mis dégueulasse, en mode, elle dit, tu suis sûr que tu seras dans le vent, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Merde, quoi. Genre, c'est la leader de la Terre, elle a pas le temps de chialer. Elle a autre chose à foutre. Elle le sait. C'est écrit avec le cul, c'est ça, c'est peut-être qu'Amazon Prime prend peut-être plus son public pour des cons que Sci-Fi. C'est mon gros problème, c'est que là où je disais que les premières saisons elles prenaient pas le public pour des cons, là on est vraiment dans l'excès inverse. Moi ça me rappelle, on dirait du Game of Thrones en fait, hein, très clairement. T'as 3 épisodes qui sont bien au début, il se passe rien et à la fin tout s'accélère, quoi. C'est le schéma classique où en fait on te fait regarder et toi en bon pigeon que tu es, tu regardes et en fait c'est de la merde. Le plus triste, c'est que même dans les scènes qui devraient être cool, par exemple la scène de baston de vaisseau, je les ai trouvées mal réalisées à la fin de la saison. Je les ai trouvées très mal réalisées, la dernière scène d'affrontement au niveau de l'anneau. Elle est bordélique. C'était à chier. Et elle est bordélique et elle est sans enjeu. Parce que tu comprends pas les enjeux puisqu'on te les a cachés pendant une saison entière en fait. Donc ouais. Et en plus de ça, justement tout l'arc avec Drummer, avec son équipage mais qui est chiant. Genre, mais non, mais faut être comme ça parce que sinon après on va nous trahir. Ouais, mais moi, gna gna. Et genre, personne parle. Il y a des gens qui chialent, c'est à demi-mot, tu comprends rien, tu sais pas qui veut quoi. Tu te fais chier, les décisions elles sont prises, elles sortent du cul. Puis tu les connais pas en fait, les membres de son équipage. C'est pas des. Non, alors justement, encore une fois, dans le bouquin, je vais en parler souvent et je suis désolé, je suis pas non plus en mode, justement, encore une fois, les 3 premières saisons, il y avait des différences par rapport au bouquin et c'est pas dérangeant du tout parce que c'est des différences qui sont cohérentes, qui sont comprenables. Tant en termes de budget que d'autres choses. Sauf que là, dans le bouquin, tu passes beaucoup de temps justement avec Drummer, qui ne s'appelle pas Drummer dans le bouquin, mais c'est pas grave. Il s'appelle Michiopa, parce qu'en fait, dans la série, ils ont fusionné 2 personnages secondaires, histoire d'en faire qu'un seul, ce qui se comprend encore une fois bien.
Tu passes beaucoup de temps avec elle, avec sa famille, où tu comprends vraiment qu'ils sont très proches les uns des autres. Et en fait, dès le départ du bouquin, elle est avec Marco Inaros. Ah, d'accord, elle a pas sa propre faction. Elle fait partie de son conseil proche. Elle fait partie, genre, des grands leaders finalement de la flotte libre. Ce qui veut dire qu'elle a une grosse flotte, finalement, qu'on lui a donnée. Mais c'est sa flotte qui est aux ordres d'Inaros et ses ordres à elle aussi. D'accord. Ouais, parce que là, on a juste l'impression qu'elle a 3 vaisseaux pourris avec elle. Hein. Vraiment, c'est. Et il y a plein d'événements qui, du coup, sont pas nécessairement encore arrivés, donc je vais pas en parler forcément, parce que ça arrivera certainement dans la saison 6. Il y a plein d'événements qui, du coup, font que, au bout d'un moment, elle dit non, Inaro, il pense pas à la ceinture, donc je vais le trahir pour le bien de la ceinture. Ouais. Pas juste, j'ai envie de sauver Naomi. Parce que là, c'est vraiment ça dans la série, hein. C'est triste. Hein. Elle sacrifie littéralement des dizaines de personnes qu'elle connaît, elle sacrifie sa famille, elle sacrifie tout le monde pour j'ai envie de sauver Naomi. C'est ça son enjeu. Mais c'est l'enjeu de tout le monde dans cette série. Hein. À partir de l'épisode 4, c'est ça. Hein. C'est tout le monde essaye de sauver Naomi. C'est vraiment. À part Amos, parce qu'il est pas là. C'est ça. C'est vraiment. Et il y a son trip avec son fils aussi qui est chiant comme la pluie. Ouais, ça c'est. Mais en fait, tous les personnages de Philippe, même Marco Sinaros, bah, il me pète les couilles. C'est un méchant caricatural. Mais en fait, justement, c'est ça qui est génial, c'est que dans, justement, encore une fois, le bouquin, je suis désolé, je vais le dire sans arrêt, Marco Inaros, justement, c'est un connard manipulateur. Ça veut dire jamais il enlève son sourire, jamais il gueule. C'est un gars, même quand il perd, c'est ouais, non mais c'était prévu. Ouais. Tu vois. Parce que là, il fait juste vraiment, je suis méchant. Il a une tête de méchant. Il fait gros. J'ai envie qu'elle meure. Jamais Marco Inaros, il voudrait qu'elle meure comme ça. Si jamais elle meurt, ça doit être pour une utilité politique, quelque chose comme ça. Du coup, c'est vrai que ça fait pas le figure par rapport aux autres personnages, aux autres antagonistes qu'on a pu avoir dans la série. Enfin. Bah, surtout que le gars, littéralement, il a niqué. Alors, encore une fois, ça, c'est très mal foutu dans la série. C'est que normalement, t'aurais dû avoir des scènes sur Terre. Ouais. Avec Anna. Oui, Donc Anna, pour rappel, c'est la catholique dans la saison 3. Oui, mais normalement, elle devrait revenir dans le bouquin 6, parce qu'apparemment, je me suis auto-spoilé, elle fait partie des personnages présents dans le 6e bouquin. Donc, Tout à fait. D'ailleurs, elle fait l'épilogue du livre 6, qui est vachement intéressant en soi. Mais du coup, normalement, tu vois sa vie sur Terre, tu vois ce que c'est, tu vois les gens qui meurent de faim, tu vois en fait les gens qui voient pas le soleil. Bah ça aurait été vachement intéressant. Ben oui, parce que là, t'as pas l'impression que la Terre elle est en ruine. Ils disent ils ont tué plein de gens. En fait, non, t'as juste l'impression que c'est bon, il y a une météorite qui est tombée, mais non, mais ça ils va, ont fait plus de build-up sur la charge nucléaire dans la saison 3. Je sais pas si tu te rappelles, ils rasent une ville dans la saison 3. Sur Terre, ils en rasent une? Non, c'est les Mars en fait. Tu sais, ils veulent détruire des plateformes de lancement de missiles de Mars, et ils échouent, et du coup, il y a un missile qui arrive jusque sur Terre. Ah oui, putain, oui. Le build-up est beaucoup plus... Enfin, tu sens beaucoup plus de gravité de ça que, littéralement, la fin de la planète. Là, tout le monde s'en fout, en fait. Une fois que la Terre a pris ses météorites, plus personne... vite fait, t'as 2-3 scènes où t'as des gens qui sont en train de faire « Oh, bah, il y a des gens qui sont morts », mais tu vois jamais, ouais. Même Amos, il se balade dans la forêt, quoi, c'est tout. Ouais, et c'est ça qui est très très dommage, c'est que c'est important. Je veux dire, c'est la planète mère, elle est foutue. Et du coup, ils se disent, mais comment on va faire pour faire survivre autant de gens? Parce que le grenier du système solaire, c'est la Terre. Ça reste la Terre, ouais, en fait. Ça veut dire, c'est là qu'il y a de l'eau potable, c'est là qu'il y a de la bouffe. Sans ça, tout le monde est dans la merde. C'est important. Et il n'y a aucun focus sur ça. On préfère focuser sur des gens qui chialent. Sur Naomi, quoi. C'est un intérêt scénaristique qui est quand même très étrange de ce que tu me dis. Et c'est vraiment... Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre, et c'est ce que je te disais, moi vraiment pour moi la gestion catastrophique des enjeux dans cette saison, c'est qu'il y a des choses super graves qui se passent, et non, on va préférer te montrer des trucs moins graves. Et je comprends en termes de budget, mais tu te démerdes. Oui, ou tu le fais raconter par des personnages, tu t'arranges, quoi. Parce que genre justement tu mets une scène avec Amos où justement il rencontre quelqu'un qui fait non mais je viens de telle ville, c'est une boucherie, il y a des milliards de morts et tout machin, où tu mets un reportage en fond, ou je sais pas, t'as plein de choses que tu peux faire même sans budget pour montrer ça. Ah oui, mais c'est clair, t'as plein de petites séries qui se démerdent sans budget, sans problème. Mais cette scène où les météorites tapent, ça dure un demi-épisode. Non, mais c'est sûr que c'est du... Bah tu vois, ça me rend triste, c'est un peu du gâchis, quoi. C'est clairement du gâchis. Et je suis très 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 déçu de la direction que ça prend. Et bah du coup, bah je suis content d'avoir lu les bouquins parce que putain.
Donc toi, ton conseil, ce serait de dire aux gens de lire les bouquins, quoi, en fait. Bah, ils sont 1000 fois mieux. Les enjeux sont mieux faits, le rythme est meilleur. Alors je dis pas non plus qu'il n'y a pas des moments de blanc un petit peu, hein, évidemment. Mais les personnages sont beaucoup mieux écrits, les enjeux sont beaucoup mieux faits, et tu te fais pas chier, quoi. Ou alors l'autre solution que j'ai à vous proposer, si vous n'avez pas envie de lire les bouquins, bah regardez les 3 premières saisons et puis arrêtez-vous là, quoi. Et tu vois, moi j'attendais avec impatience le fait que les météorites tombent, et j'ai trouvé ça très décevant. Ouais. T'as le droit à 3 scènes, tu vois 3 météorites sur un vieux... En fait, tu vois pas vraiment les météorites tomber, tu vois en fait les spots télévisés qui disent un météorite est tombé. Ça c'est une bonne idée de restriction de budget, quoi. Si tu montes ça à la télé, mais quoi. ça reste un peu décevant. Parce qu'il doit vraiment rien avoir. En fait, je pense que tout doit passer dans les acteurs. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a des personnages qui disparaissent, parce que j'avais le casting sous les yeux. Je pensais notamment à Anderson Dawes, qui est le meneur de l'APE quand même sur CRS. Mais c'est un acteur de cinéma, donc il coûtait très cher. Et c'est un acteur de cinéma, c'est Jared Harris, et il a que 2 saisons, et tu sens vraiment que le gars, on en parle toujours dans la série, mais on le voit plus. Il a disparu, mais parce que je pense qu'il est trop cher. Hein. Mais sachant qu'il est important, on a des chapitres dans sa tête. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est juste que c'est trop cher. Il faut savoir également que Johnson il est mort très en avance dans la série par rapport à ce et c'est pareil, parce que Johnson, c'est aussi un Chad Coleman, je crois que c'est aussi un acteur assez important, quoi. Donc tu sens que le cast qui coûte cher, il disparaît, quoi. Bah moi j'aurais préféré qu'il me fasse 6 épisodes en mode full que vraiment 10 épisodes où on se fait chier, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Limite faites-moi un film. Oui, ou une mini-série, ouais, que t'as 3 épisodes, mais voilà, tu te fais pas chier, quoi. Là c'est juste pas possible d'aussi mal gérer son temps, son timing, d'aussi mal gérer les scènes, aussi mal gérer ses personnages. C'est chiant, en fait, c'est juste, tu sens que t'as l'impression, ils se sentent obligés d'avoir 10 épisodes. Pense aussi à la mise en scène. La saison 1, il y a des plans qui sont super iconiques. Ils travaillent leur ambiance, ils travaillent leur son, ils travaillent leur mise en scène, ils font en sorte justement, tu vois, genre que t'es vraiment des trucs où tu te dis, ouais, c'est classe. Ils travaillent tu vois, ils ont pas peur de faire des scènes qui sont un peu plus longuettes, mais qui ont vraiment une ambiance forte. Et là, non. Non, ouais, là, c'est assez mal travaillé. Très, très loin. Je pense suivez le conseil de Maxime, lisez les livres si vous êtes resté jusqu'au bout, lisez les livres. Ils sont très très bien, vraiment. Et vous comprendrez même encore plus de trucs de la série, il y a pas mal de petits clins d'œil dans la série où tu dis, ah oui, effectivement. Et puis si vous voulez pas lire, comme je l'ai dit, arrêtez-vous à la 3e saison, parce que ça fait une bonne fin en soi. L'ouverture du monde, ça va bien avec le titre de The Expanse, parce que ça y est, l'humanité peut s'étendre à travers toute la galaxie. Puis c'est une fin pleine de promesses, tu peux imaginer plein de trucs, c'est cool. C'est ça, exactement. Alors que bon, comme quoi, des fois, quand on te montre la suite, c'est pas forcément génial. Nup. Sur ce, merci à vous d'avoir écouté ce coup critique numéro 3 avec l'ami Maxime et moi-même. On se retrouvera peut-être... Au bout, malgré la longueur du bestiau, on est désolé, on a peut-être un peu dépassé. On se retrouve très bientôt, du coup, peut-être pour un autre coup critique sur d'autres séries, peut-être WandaVision. Il y aura sûrement des séries qui nous intéresseront, oui. Snowpiercer qui a recommencé la semaine dernière aussi, voilà, donc... J'ai toujours pas regardé la saison. Plein de promesses futures, et puis on se retrouve très très vite. Merci à vous, et puis merci à toi Maxime de m'accompagner toujours pour des petites critiques de temps en temps. Et merci à toi de m'inviter. Prenez soin de vous, plein de bisous. Ciao. Ciao.